on a lancé Scoopit, on voulait contribuer, avec un petit peu d'humilité mais quand même pas mal d'ambition, à changer un petit peu le web, à ramener cette valeur humaine dans l'organisation du web. Et pour ça, il fallait qu'on ait une offre qui soit ouverte, c'est-à-dire avec une dimension communautaire, permettre à tous ces gens qui ont une passion ou une expertise de contribuer à cette organisation. Et ça, il fallait que ça soit mondial. On ne voulait pas juste focaliser sur les experts ou les passionnés français, mais essayer d'atteindre au-delà des frontières. Et autant en France, on peut très bien développer une très bonne technologie et des très très belles boîtes, autant pour développer une communauté internationale, mondiale, sans frontières sur le web ouvert, il est préférable d'être un acteur américain, déjà travaillant en langue anglaise, et puis aussi de pouvoir travailler avec les influenceurs, les faiseurs de tendance et les leaders de communautés mondiaux qui sont essentiellement pour l'Internet aux US. Donc nous, on avait décidé dès le début que ça serait un play américain, un jour. Mon associé Guillaume de Cugis a donc été parachuté derrière les lignes ennemies aux US dès la création de Scoopit, et on attendait ce point d'inflexion où on aurait fait la preuve de notre proposition de valeur, de sa validité, de l'attraction auprès de l'audience, de la communauté, pour devenir vraiment une boîte US. On a considéré qu'on a atteint ce point cet été. Donc cet été, on a passé à l'occasion du deuxième anniversaire du lancement de Scoopit les 100 millions de visiteurs uniques cumulés, donc 100 millions d'individus sur Terre ont eu accès à la plateforme Scoopit avec 800 000 curateurs. On a considéré que c'était une validation de proposition de valeur, que l'attraction était avérée, et donc on a décidé de s'américaniser. On a refait un petit tour de financement auprès de nos investisseurs, donc de nos partenaires financiers historiques. Je suis venu m'installer ici avec Guillaume, et on a renforcé l'équipe avec plusieurs embauches. Donc la Silicon Valley, avant toute chose, c'est un écosystème. Donc écosystème, c'est un mot un petit peu fluff, mais ici, il n'y a pas d'exemple meilleur d'écosystème, c'est-à-dire de concentration de plusieurs dimensions sur un sujet donné. Plusieurs dimensions sont des entrepreneurs, sont des universités, ce sont des blogueurs, ce sont des investisseurs, ce sont des clients. Ici, il y a tout un amalgame de participants à l'écosystème qui ont l'habitude de travailler entre eux. Je pense que c'est absolument unique au monde. J'avais déjà vécu cette expérience et ça avait été très enrichissant. Tout n'est pas bon, c'est un risque qu'il faut prendre, ça coûte cher, la compétition est énorme, puisque effectivement tout le monde veut venir ici bénéficier de cet écosystème, donc il faut faire beaucoup de bruit, être vraiment très très fort, très exigeant pour exister. Mais si on arrive à passer ces barrières du coût de l'investissement, et également du niveau de qualité et on va dire de dynamisme et de presque violence qu'il faut mettre dans son entreprise, alors on bénéficie d'un écosystème unique. La curation, ça consiste à sélectionner, organiser, éditorialiser et repartager du contenu existant. La curation est devenue super importante dans le web dans les années 2010-2011. Pourquoi ? Parce que le web, avec l'explosion du web 2.0, est arrivé à cette saturation d'informations, ce qu'on appelle l'information overload ou l'infobésité, joli néologisme français. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun d'entre nous, avec les Twitter, Facebook, LinkedIn, etc., nous sommes tous devenus des écrivains. Nous produisons tous du contenu avec nos mobiles, sur le web, etc., de façon exponentielle. Et donc créer du contenu, écrire, n'est plus devenu un challenge. Le vrai challenge auquel l'humanité fait face avec le web, ce n'est pas la création de l'information, mais c'est l'organisation, le filtre, la qualification de l'information. Et s'il n'y avait pas de curation, il n'y aurait que des algorithmes, donc on va dire les algorithmes des moteurs de recherche, qui décideraient de ce qui doit être trouvé, de ce qui doit être consommé. Et ça ne peut pas être le cas. Les algorithmes doivent être complétés par une dimension humaine. Cette dimension humaine, qu'on appelle ça des éditeurs ou des médiateurs ou des curateurs, est là pour rester, et est là pour rester dans toutes les dimensions de l'économie digitale.